Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale en direct depuis le cœur de la ville des Ulysses. Alors les Ulysses, pour ceux qui ne connaissent pas, est une ville de 26 000 habitants, située à peu près à 25 km au sud-ouest de Paris. Une ville en fête aujourd'hui, puisqu'elle célèbre aujourd'hui même, le 17 février, ses 30 ans. Alors Patrice, on va passer cette heure ensemble. Pendant une heure, de nombreux invités vont venir nous rejoindre. Effectivement, une heure durant laquelle nous allons revisiter l'histoire de cette ville. Vous le disiez Sandrine, nous sommes en direct des Ulysses, plus précisément sur la terrasse du centre d'information et de recrutement de l'armée de terre. Un poste stratégique car vous le voyez sur ces images, juste en contrebas dans l'avenue des Champs-Laniers. Les Ulyssiens commencent à faire la fête avec notamment le début d'un spectacle visuel, les tours en lumière. Un dispositif impressionnant, plus d'une trentaine de projecteurs éclairent et décorent les bâtiments. Alors difficile d'évoquer l'histoire de cette ville sans la présence de son maire parce que dans un premier temps il a souhaité évidemment cette grande fête populaire, mais également parce qu'il est le seul et unique maire depuis sa création il y a maintenant donc 30 ans. Paul Loridan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec vous, avec nous ce soir. Alors cette fête là, 30 ans, pourquoi l'avoir souhaité ? Écoutez, la ville a été créée le 17 février 1977 par un arrêté du préfet Cousseran et nous avons souhaité faire une manifestation qui sortait de l'ordinaire. Après tout, c'est pas tous les jours qu'une ville a 30 ans, c'est même assez singulier. Et puis ça me donnait l'occasion de dire à tous les habitants aujourd'hui, vous avez tous 30 ans, vous êtes dans la plénitude de l'âge, faisons la fête et essayons de montrer comment dans une grande ville de la banlieue et de la grande banlieue, on peut bien vivre en dépit de ce qu'est la vie quotidienne. Bon, comme j'ai l'habitude de dire, les Ulysses c'est un village de Gaulois, hein, on se dispute, mais finalement on est bien ensemble. Alors nous le disions en préambule, durant cette heure, on va s'attacher à revisiter l'histoire de cette ville. Vous l'avez dit, elle a été créée le 17 février 1977 par un arrêté préfectoral, celui du préfet Cousseran. Mais avant toute naissance, il y a toujours une période de gestation. Après la guerre de 1945, la France se reconstruit et traverse une grave crise du logement. Le 30 novembre 1960, l'État, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et le grand décideur en matière d'aménagement du territoire, Paul Delouvrier, décide de bâtir ici une ville nouvelle, les Ulysses. Les Ulysses ont été créés sur des territoires vierges, des champs de blé, de luzerne et de fraises à perte de vue. La ville n'échappe pas à la volonté des architectes de l'époque, qui étaient d'édifier des villes modernes selon les préceptes de Le Corbusier. En mai 1965, premier coup de pelleteuse. La construction, qui va durer 10 ans, débute sous la direction de deux architectes, Robert Camelot et François Prieur. Le projet est ambitieux, construire près de 10 000 logements sur une zone de 200 hectares. Il faut dire que pour les autorités, il y a urgence, car elle doit faire face à l'explosion démographique liée au baby-boom. L'État, qui a décidé de ces constructions, va les aménager sur 2 communes, Bure et Orsay. Elle va aussi confier l'organisation du chantier à un aménageur, la Société d'économie mixte d'aménagement de Bure-Orsay, la Sambo. Tout va très vite. 3 ans après, en avril 68, les premiers habitants emménagent dans la résidence des Battes. Si les premiers bâtiments sont bien sortis de terre, pour les pionniers, c'est plutôt la galère, de la boue au pied des immeubles, peu de routes et pas de commerce. Moi, ce que je reproche beaucoup à l'administration de l'époque et aux constructeurs, c'est d'avoir fait une fausse ville nouvelle. On avait posé sur ce plateau des milliers de logements, on n'avait pas prévu la suite. Ni les équipements, ni la structure administrative. La volonté des élus, la volonté de la population et la volonté des représentants de l'État sur place, ça a été d'organiser les choses. La gestion administrative des Ulysses était co-dirigée par les maires de Bure et d'Orsay grâce au district urbain Le Dubo. Georges Thévenon, maire d'Orsay à l'époque, se souvient encore aujourd'hui de la difficulté d'administrer ce district. On a été pris par surprise. Alors il a fallu faire une espèce de synthèse pour que ce qu'il fasse, ça prenne un sens équilibré et qui débouche sur une population qui trouve tous les services publics pour que ça donne une vie comme on en trouve dans une commune habituelle. Pour les élus, la gestion de ce territoire apparaît alors comme un enjeu politique. Encouragés par l'État, les maires organisent en mars 1976 un référendum. 3 possibilités,
Le maintien de la situation administrative, la fusion des communes et enfin la création d'une troisième commune, les Ulysses. À la grande majorité, plus de 52%, c'est la création de la ville des Ulysses qui l'emporte. Pour Gilbert Boisdet, à l'époque journaliste au Messager, le résultat du référendum ne faisait aucun doute. Personnellement, je n'ai pas été surpris. Il y a une grande partie de la vallée qui disait « nous, on ne veut pas des Ulysses ». Puis il y a eu beaucoup de ségrégationnisme qui est venu, un mécanisme de rejet surtout de la population. Parce que c'est très net que la population nouvelle voulait une seule ville. Moi, j'attendais ce résultat pour pouvoir créer la commune des Ulysses et de créer des Ulyssiens et un conseil municipal et un maire qui soit près des populations et qui puisse venir à leur secours. Parce que c'était à l'époque, c'était un plateau désolé. 11 mois plus tard, le 17 février 1977, par arrêté préfectoral, Paul Cousseran proclame la naissance de la ville des Ulysses. Le 26 mars, le premier conseil municipal des Ulysses élit le premier maire de la commune, Paul Loridan. Paul Loridan, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé maire de la ville des Ulysses. Alors Gilbert Piantoni nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Vous êtes l'un des 27 élus du premier conseil municipal de 77, un fidèle, hein, tout comme monsieur Loridan, puisque vous êtes aujourd'hui maire adjoint, vous êtes toujours maire adjoint en charge des finances. Alors, particularité de ce premier conseil municipal, la jeunesse. Hein. La moitié des élus avaient moins de 30 ans, vous aviez également moins de 30 ans. Et autre particularité, aucun d'entre vous n'avait exercé au préalable de mandat électif. Alors j'imagine, et c'est ce qui va aussi de pair avec la jeunesse, que vous aviez une sacrée envie de créer, n'est-ce pas ? Oui. Alors donc tout le monde nous sommes arrivés là tout neuf, je dirais. Aucun n'avait exercé de fonctions électives, du moins à ce niveau-là. Donc on découvre la vie aussi, on était plein d'idées, c'est-à-dire on est issu d'une génération qui a connu 1968 et qui au niveau de son esprit ne s'est pas libéré de cet esprit. Et encore, j'espère que ça va encore durer des années. Et donc là on arrive, on a une opportunité inouïe, une chance inouïe, personne n'occupe le terrain. Donc toutes les portes nous sont ouvertes et il n'y a plus qu'à prendre la place, je crois. Alors on l'a bien compris, pour vous, donc tout est à faire. Quel a été le rôle des habitants dans vos décisions d'élus ? Alors les habitants nous ont, je dirais, collés directement, nous ont suivis directement. Nous avons eu une espèce d'osmose qu'on a du mal à retrouver maintenant, une osmose complète entre les habitants et les élus. C'est-à-dire tout était partagé. Et la volonté des habitants qui voyaient des gens inexpérimentés tout comme eux sur la scène de la vie communale avaient envie aussi de participer, puisqu'il n'y en avait pas un qui avait le savoir, l'autre non. Tout le monde mettait sa contribution, essayait de mettre ses connaissances en œuvre pour réussir. Paul Loridan, à l'époque, on l'a dit, vous étiez un des plus jeunes maires de France, vous étiez également jeune cadre à la Banque de France. Alors, s'occuper comme ça de la gestion d'une ville de 20 000 habitants, sachant qu'il y avait tout à faire, c'était pas un peu étourdissant ? Ah ben, écoutez, moi je ne vous cache pas que les premières semaines où j'étais élu maire, j'avais des nuits très courtes parce que j'avais une sorte d'angoisse. Je me réveillais au milieu de la nuit, j'ai oublié ça, j'écrivais sur un bout de papier, puis le lendemain je dis oh ben ça, on va y arriver. Alors l'autre angoisse, c'était que finalement je me souviens de mon premier salaire à la Banque de France, c'était 2200 francs. Et d'un seul coup, il fallait gérer, notamment avec Gilbert, un budget qui, je sais pas, je dis un chiffre de l'ordre de 30 millions de francs. Et j'avais du mal à faire le rapport d'échelle entre mon petit traitement de jeune cadre débutant à la Banque de France et puis le budget d'une ville. Donc c'était un peu angoissant, je ne vous cache pas. Et puis finalement, on a commencé à recruter quelques cadres un peu expérimentés. Je me souviens de deux, de Marcel Gruet et Anna Bousquet. Et alors j'appelais Anna Bousquet, qui s'occupait des finances, Nana Picsou. Parce qu'elle les lâchait comme si c'était les siens, hein, vraiment. Donc voilà, et puis alors petit à petit, on a pris de l'assurance. Et puis c'est vrai qu'on était interpellés sur le marché, dans les rues. Finalement, c'était une sorte de grand village où tout le monde disait bon, écoute mon vieux, tu y vas maintenant, hein, voilà, il faut y aller quoi. Vas-y. Et est-ce que vous aviez en 77 une vision précise de cette ville ? On avait quand même le sentiment que la ville n'était pas finie, puisque
comme vous l'avez expliqué au début de l'émission, les Ulysses étaient en partie sur Bure et en partie sur Orsay. Et chacun des maires, on a vu M. Thévenon tout à l'heure, avait construit son petit bout des Ulysses. Donc il y avait les Ulysses d'Orsay d'un côté, les Ulysses de Bure de l'autre, et au milieu il y avait une sorte de grand trou. L'urbanisme n'était pas fini, le maillage des deux bouts de ville n'était pas fait. Donc le premier mandat, l'objectif c'était de finir le centre-ville et de structurer le centre-ville. Alors, ce qu'on a fait, donc on a fait la passerelle du centre-ville, pris des décisions qui ont mis un peu de temps à aboutir, parce que la chose dont je n'avais pas conscience, c'était la notion du temps. Une fois qu'on avait décidé quelque chose, 3 mois ou 6 mois après, il fallait que ce soit fait. Et là, les fonctionnaires territoriaux un peu expérimentés nous disaient, écoutez, ça prend un peu plus de temps. Alors maintenant, on a l'expérience, quoi. Hein. Alors vous l'avez dit, construction du centre-ville, vous avez beaucoup manifesté pour ça. Les Ulyssiens ont tous en mémoire, je dirais, vos opérations coup de poing, comme par exemple la manifestation pour le centre-ville, pour avoir une poste, pour avoir récupéré votre personnel au lycée des Souriaux. Il flottait aux Ulysses quand même, ou alors plus gonflé, je dirais, votre manifestation sur la route nationale 118, où vous avez instauré un péage sauvage. Il flottait aux Ulysses comme un parfum de révolution. Ah ben, c'était l'époque, le thème à la mode, c'était l'autogestion, quoi. Hein. On sortait de mai 68, enfin quelques années plus tard, et on avait l'habitude de consulter, de voir, et donc il n'y avait pas de bureau de poste, c'était un préfabriqué, il fallait faire la queue. Ben, on est allé manifester devant la poste de Bure, et puis on a dit on veut un bureau de poste. Ensuite, on s'est aperçu que le lycée venait d'ouvrir, mais que le personnel du lycée était payé par la commune, alors que c'était à l'État de le faire. Donc un jour, on est allé au lycée, on a dit « On veut notre personnel, on veut notre personnel ». Et pendant 3 jours, on a pris le personnel communal qui travaillait au lycée pour le faire travailler en mairie. Bon, c'était une façon de faire pression notamment sur le sous-préfet Chevance, que vous avez vu tout à l'heure, qui disait « Bon, ça va un peu, hein, les jeunes là, mais bon ». C'était une ambiance un peu particulière, je le reconnais. Et tout ça, ça a bien fonctionné. En tout cas, merci d'être venus ce soir, messieurs. J'imagine que vous allez retrouver les Ulyssiens là jusqu'à quelques mètres, hein, puisque la fête bat son plein, on le voit et on l'entend. Alors, quant à nous, on va continuer à se pencher sur l'histoire de la ville, mais cette fois-ci du point de vue architectural, avec Laurent Bonny du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Essonne, qui nous explique justement le concept architectural de l'époque. L'idée générale de ces nouvelles cités d'habitation, c'était qu'effectivement, on crée un monde nouveau avec un homme nouveau. Il ne faut pas oublier qu'on sortait de la guerre. Il ne faut pas oublier que la reconstruction avait été un énorme effort. Et pour comprendre comment cet assentiment général pour la modernité a pu être dans la tête à la fois des politiques, ce qu'on appelle plus tard les technocrates, en gros, tout le monde était d'accord. On pensait que tous les maux venaient de la ville, l'insalubrité, la délinquance, j'en passe, et que par conséquent, l'homme nouveau qu'on voulait construire dans ces années-là, il ne devait pas être dans les villes, il devait être à l'extérieur, avec de l'air, avec de la lumière, avec du soleil, etc. Pourquoi est-ce qu'on a construit en hauteur? C'est effectivement aussi parce qu'on a voulu favoriser une production quasi industrialisée du bâtiment. Il faut savoir que la production artisanale était un peu exsangue après la guerre, donc il fallait trouver des moyens de construire en masse, et donc on s'est plutôt tourné vers les entreprises du bâtiment et des travaux publics qui savaient mieux faire des tours que des pavillons. La ville a été construite sur un concept de séparation des fonctions, d'un côté les logements, de l'autre les entreprises. Idem pour les voitures et les piétons, avec une ville à 2 niveaux. Ici, d'abord, les espaces, moi j'ai l'habitude de dire, sont innommables. On ne sait pas comment ça s'appelle. C'est-à-dire que moi ici, je ne sais pas si je suis sur un dessus de parking, sur une dalle, sur le seuil d'entrée des logements. À côté, on a ce qui peut être appelé une rue, puisqu'il y a des bordures de trottoirs et des voitures. On n'est pas sur un perron, on n'est pas sur une terrasse. On est en fait, on est dans un espace public. Alors, il n'est peut-être pas public du point de vue administratif, mais c'est un espace de passage. À l'époque, il y avait une grande part de générosité dans les idées. C'est-à-dire que tout le monde devait faire les choses ensemble, tout le monde devait se rencontrer où il avait envie de se rencontrer. On a oublié que c'était quand même pas si simple que ça et que ça n'avait jamais été vraiment comme ça. Et on a imaginé une société, alors qu'en fait, la ville doit se faire à partir
de société existante avec toutes ses différences, avec toutes ses cultures d'origine, avec toute sa mixité sociale, mais elle doit se faire quand même à partir des modèles culturels des gens et pas pour un idéal qui n'a peut-être jamais, enfin qui n'a sûrement jamais existé et qui probablement n'existera jamais. Massy, Créteil ou encore Sarcelles ont déjà été construites. Les architectes en tirent les enseignements. Pendant la création des Ulysses, va apparaître les nouvelles divisions territoriales, le schéma directeur de la région parisienne et la création des villes nouvelles. Et à l'époque, ce qu'on reprochait aux grands ensembles, c'était aussi d'oublier l'urbanité, d'oublier les relations sociales qui devaient avoir lieu dans la ville. Lors de la création des Ulysses, on a effectivement, étant donné que ça a mis longtemps à se construire, il y a eu un glissement progressif vers un peu plus d'intérêt pour l'urbain. Le souhait des architectes était de favoriser une société plus humaine. Pour bien comprendre le concept, il faut avoir en mémoire que la construction des Ulysses coïncide avec la période hippie, époque où il flottait comme un parfum de révolution. Alors, comme on vient de le voir, c'est donc l'architecture et l'urbanisation qui donnent le ton à une ville. De l'habitat aux habitants, il n'y a qu'un pas. Avec nous ce soir, Thierry Troalen et René Moret, 86 ans, je crois. Vous êtes tous les deux Ulyssiens. Vous avez connu les débuts de cette ville. René Moret, vous habitiez, je crois, à Montgeais, à cette époque-là. Alors, vous êtes bien connus les premiers Ulyssiens. Qui étaient-ils et puis d'où venaient-ils ? Bien, les premiers habitants qui ont vécu ici ont habité du côté des Bacs d'abord, où s'est formé là surtout des employés de la faculté d'Orsay. Ensuite, on voyait apparaître aussi du côté de Courdimanche des militaires. Et puis au Barcelot, c'était la poste qui dominait dans la population. Et toute cette population-là s'amenait avec des enfants, mais allait travailler le matin. Alors donc, on voyait beaucoup d'enfants avec le collier, avec la clé. Et il fallait donc, parce qu'il n'y avait rien, essayer d'occuper ces jeunes-là. Alors divers organismes se sont branchés à ce moment-là sur les Ulysses, en animation, Logèse, et puis après les Chardons qui sont venus à notre secours, qui s'étaient formés sur